dans les profondeurs obscures de cette nuit d'octobre. Une mélodie mystérieuse va bouleverser à jamais l'existence de ceux qui oseront l'écouter jusqu'au bout. Cette histoire que vous allez découvrir pourrait bien vous hanter longtemps après avoir entendu les derniers mots de ce récit terrifiant. Préparez-vous à plonger dans un cauchemar musical où la réalité bascule dans l'horreur la plus pure. Thomas Mercier était un compositeur talentueux installé depuis 5 ans dans le quartier artistique de Montmartre. Son petit appartement, sous les toits, abritait un piano droit, des partitions éparpillées et l'écho permanent de mélodies en cours de création. Cette nuit de pluie battante, Thomas travaillait sur sa dernière composition quand il entendit quelque chose d'étrange. Une mélodie douce et hypnotisante semblait filtrer à travers les murs épais de son logement. Les notes s'élevaient dans l'air nocturne avec une beauté troublante qui captiva immédiatement l'attention du musicien. Thomas s'arrêta de jouer et tendit l'oreille, cherchant à identifier la source de cette musique envoûtante. La mélodie paraissait venir de partout et de nulle part à la fois, comme si elle émanait des pierres anciennes du bâtiment. Sans même s'en rendre compte, Thomas commença à fredonner ces notes qui s'imprimaient déjà dans sa mémoire. La mélodie était simple, constituée de seulement 8 mesures qui se répétaient en boucle dans son esprit captivé. Chaque note semblait parfaitement placée, créant une harmonie d'une pureté saisissante qui défiant toute logique compositionnelle. Thomas essaya de reproduire la mélodie sur son piano, mais ses doigts tremblaient étrangement sur les touches ivoires. La musique qu'il venait d'entendre possédait quelque chose de différent, une qualité particulière qui dépassait son entendement. Plus il tenta de l'oublier, plus la mélodie persistait dans son esprit comme une obsession grandissante. Les heures passèrent, et Thomas ne put fermer l'œil hanté par ces notes qui tournaient en boucle dans sa tête. Au matin, épuisé par cette nuit blanche, il décida de noter la mélodie sur une partition pour tenter de s'en libérer l'esprit. Mais en écrivant les premières notes, Thomas réalisa que ses mains tremblaient incontrôlablement et que sa vision se troublait. La mélodie semblait prendre vie sur le papier, les notes dansant devant ses yeux dans une chorégraphie hypnotique. Le lendemain matin, Thomas se rendit à son cours de composition au conservatoire parisien où il enseignait depuis 3 ans. Ses étudiants remarquèrent immédiatement son état de fatigue et son comportement étrange pendant la leçon. Sans s'en apercevoir, Thomas se mit à fredonner la mystérieuse mélodie pendant qu'il expliquait les règles d'harmonie. Ses élèves, Margot, une jeune violoniste particulièrement douée, fut la première à être captivée par ces notes qu'elle n'avait jamais entendues. Elle demanda à Thomas de répéter cette mélodie qu'elle trouvait absolument fascinante et d'une beauté troublante. Sans réfléchir, Thomas recommença à fredonner les 8 mesures qu'il obsédait depuis la nuit précédente. Un à un, les étudiants cessèrent leur conversation pour écouter cette mélodie envoûtante qui emplissait la salle. Marc, un pianiste de 20 ans, sentit immédiatement une étrange sensation l'envahir en entendant ces notes particulières. La mélodie semblait résonner directement dans son cerveau plutôt que dans ses oreilles, créant une vibration troublante. Julie, une chanteuse lyrique, commença inconsciemment à harmoniser avec Thomas, sa voix se joignant naturellement à la mélodie. En quelques minutes, toute la classe fredonnait cette musique mystérieuse dans une synchronisation parfaite et troublante. Thomas réalisa soudain ce qui était en train de se passer et tenta d'arrêter cette contagion musicale qui s'emparait de ses étudiants. Mais il était déjà trop tard. La mélodie avait infecté leur esprit comme un virus musical, particulièrement virulent. Les étudiants continuèrent à fredonner même après la fin du cours, incapables de chasser ces notes de leurs pensées obsédées. Chers spectateurs, si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, car chaque abonnement nous donne la force de continuer à vous proposer des récits terrifiants de cette qualité. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à nos concours exclusifs réservés aux membres de notre communauté. Mais revenons maintenant à Thomas et à cette mélodie maudite qui continue de se propager dans Paris dans les jours qui suivirent. La mélodie commença à se répandre rapidement à travers le quartier de Montmartre. Margot, l'étudiante violoniste, la fredonna machinalement dans le métro parisien pendant son trajet quotidien. Les passagers présents dans la rame furent immédiatement attirés par ces notes d'une beauté surnaturelle et inquiétante. Un homme d'affaires en costume gris commença à tapoter le rythme sur sa mallette en cuir sans même s'en rendre compte. Une mère de famille se surprit à bercer son enfant avec cette mélodie qu'elle venait pourtant d'entendre pour la première fois en l'espace d'un seul trajet de métro. 12 personnes avaient été contaminées par cette musique parasitaire et obsédante. Marc, le jeune pianiste, partagea inconsciemment la mélodie avec ses colocataires étudiants dans leur appartement du 5e arrondissement. Le soir même, ces 3 jeunes gens fredonnaient en boucle les 8 mesures maudites qui s'étaient incrustées
dans leur cerveau. Julie, la chanteuse lyrique, interpréta la mélodie lors d'une répétition chorale dans une église gothique du centre de Paris, en quelques minutes. Les 30 membres de la chorale avaient adopté cette musique étrange et la chantaient à l'unisson. Parfait. Le chef de chœur, un homme de 60 ans d'expérience, n'avait jamais ressenti une harmonie si troublante de toute sa carrière musicale. La mélodie semblait posséder une force magnétique qui attirait irrésistiblement tous ceux qui l'entendaient. Ne serait-ce qu'une fois, Thomas, réalisant l'ampleur de la contamination musicale qu'il avait déclenchée, tenta désespérément de retrouver la source originale. Il retourna dans son appartement et inspecta chaque recoin sombre à la recherche d'indices sur l'origine de cette mélodie maudite. Les recherches de Thomas le menèrent dans les archives municipales de Paris où il espérait trouver des informations sur son immeuble. Il découvrit que son bâtiment avait été construit sur l'emplacement d'un ancien asile psychiatrique du 19e siècle. Les documents jaunis révélaient qu'un musicien fou nommé Édouard Grimbert avait été interné en 1872. Grimbert était obsédé par la création d'une mélodie parfaite capable d'unir tous les esprits humains en une seule conscience. Il avait passé ses dernières années à composer inlassablement, gravant ses notes sur les murs de sa cellule avec ses ongles ensanglantés. Les médecins de l'époque décrivaient son comportement comme de plus en plus erratique et dangereux. Au fil de ses compositions, Grimbert prétendait avoir découvert les fréquences secrètes qui permettaient de contrôler l'esprit humain par la musique. Il mourut dans des circonstances mystérieuses, retrouvé dans sa cellule en train de fredonner une mélodie que personne n'avait jamais entendue. Les témoignages de l'époque rapportaient que tous ceux qui avaient entendu sa dernière composition étaient devenus étrangement dociles et obéissants. Thomas réalisa avec horreur que la mélodie qu'il avait entendue correspondait exactement aux descriptions des archives historiques. D'une manière ou d'une autre, la musique maudite de Grimbert avait survécu au temps et continuait à se propager. Le musicien fou avait réussi à créer une mélodie parasite capable de se transmettre d'esprit en esprit commun. Virus musical. Thomas comprit qu'il était devenu le vecteur moderne de cette contamination séculaire qui menaçait désormais toute la capitale pendant ce temps, dans les rues de Paris. Les effets étranges de la mélodie commençaient à se manifester chez les personnes infectées. Margot, la violoniste, remarqua qu'elle perdait progressivement sa capacité de concentration sur ses autres compositions musicales. Seule la mystérieuse mélodie parvenait encore à retenir son attention de manière obsessionnelle et exclusive. Marc, le pianiste, développa des tics nerveux consistant à tapoter le rythme de la mélodie sur toutes les surfaces qu'il touchait. Ses gestes devenaient de plus en plus mécaniques et répétitifs, comme s'il était programmé par la musique elle-même. Julie, la chanteuse, perdit peu à peu sa voix naturelle et ne pouvait plus interpréter que les 8 mesures maudites. Tous ces infectés développaient une aversion croissante pour toute autre forme de musique ou de son environnant. Le silence leur devenait insupportable et ils devaient constamment fredonner la mélodie pour maintenir leur équilibre mental précaire. Leurs comportements sociaux commençaient également à changer de manière subtile mais inquiétante. Au fil des jours, les personnes contaminées montraient une tendance à se regrouper instinctivement et à synchroniser leurs mouvements sans communication verbale. Elles marchaient au même rythme, respiraient de manière coordonnée et semblaient partager une conscience collective troublante. Thomas observa ces changements avec une terreur grandissante en réalisant que la mélodie transformait littéralement les cerveaux humains. La musique de Grimbert agissait comme un programme mental qui reformatait progressivement la personnalité des victimes infectées. Les autorités parisiennes commencèrent à recevoir des signalements inquiétants concernant des comportements étranges dans plusieurs arrondissements. Des groupes de personnes se rassemblaient spontanément dans les parcs et jardins pour fredonner une mélodie inconnue à l'unisson. Ces rassemblements improvisés créaient une atmosphère troublante qui mettait mal à l'aise les passants non contaminés. La police fut appelée plusieurs fois pour disperser CHORAS spontanés qui perturbaient l'ordre public habituel. Mais les agents qui intervenaient se retrouvaient eux-mêmes exposés à la mélodie et commençaient à la fredonner dès le lendemain. Le phénomène se propageait ainsi de manière exponentielle à travers les forces de l'ordre et les services municipaux. Dr Isabelle Moreau, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, fut la première professionnelle de santé à identifier la nature virale de cette contamination musicale. Elle remarqua l'arrivée simultanée de plusieurs patients présentant les mêmes symptômes obsessionnels, liés à une mélodie particulière. Tous décrivaient la même musique envoûtante composée de 8 mesures qui tournaient en boucle dans leur esprit. Dr Moreau prit soin de ne jamais entendre cette mélodie directement, communiquant avec ses patients par écrit uniquement pour éviter la contamination. Elle documenta minutieusement l'évolution des symptômes et constata une dégradation progressive de l'autonomie mentale des victimes.
Les patients perdaient leur individualité cognitive et développaient une pensée collective centrée sur la mélodie parasitaire. Dr Moreau tenta d'alerter les autorités sanitaires, mais ces rapports alarmants furent considérés comme fantaisistes par la hiérarchie médicale. Thomas, désespéré de trouver une solution, retourna fouiller les archives historiques à la recherche d'informations sur la mort de Grimbert. Il découvrit dans un carton poussiéreux le journal personnel du médecin-chef de l'asile, Dr Auguste Beaumont. Les dernières pages décrivaient avec précision les événements terrifiants qui avaient précédé la mort du musicien fou. Grimbert avait réussi à contaminer l'ensemble du personnel soignant avec sa mélodie lors de sa dernière nuit de vie. Les infirmiers, les gardiens et même Dr Beaumont lui-même étaient tombés sous l'emprise de la musique maudite et hypnotisante. Ils s'étaient tous rassemblés dans la cellule de Grimbert, formant un chœur macabre qui fredonnait la mélodie. À l'unisson parfait, le musicien fou dirigeait cette chorale improvisée avec des gestes de plus en plus frénétiques et déments. Dr Beaumont décrivait la sensation terrifiante de perdre son libre arbitre et de devenir un simple instrument au service de la mélodie. La dernière entrée du journal révélait que Grimbert avait tenté de graver sa mélodie directement dans la pierre des murs pour qu'elle survive à sa mort. Dr Beaumont avait repris conscience au matin, retrouvant Grimbert mort dans sa cellule, un sourire béat figé sur son visage décharné. Le médecin avait immédiatement ordonné la destruction totale de la cellule et de tous les écrits musicaux du défunt. Mais il était évident que la mélodie avait trouvé un moyen de persister dans les fondations mêmes du bâtiment. Thomas comprit que la rénovation récente de son immeuble avait probablement libéré la mélodie de sa prison de pierres séculaires armées de ses informations historiques. Thomas décida de retourner dans les fondations de son immeuble pour localiser les restes de l'ancienne cellule. Il s'équipa d'une lampe torche et descendit dans les caves humides qui servaient de débarras aux habitants de l'immeuble. L'atmosphère souterraine était oppressante et chargée d'une énergie malsaine qui lui donna immédiatement la chair de poule. Thomas remarqua des traces de graffiti anciens sur certains murs, des symboles musicaux gravés dans la pierre calcaire. En suivant ces indices, il découvrit une cloison récente qui avait été érigée pour masquer une partie plus ancienne des fondations. Derrière cette cloison, Thomas trouva les restes de l'ancienne cellule de Grimbert avec ses murs couverts de partitions gravées. La mélodie parasitaire était omniprésente sur ses parois, répétée des centaines de fois dans différentes variations troublantes. Thomas réalisa que chaque respiration dans cet espace faisait résonner naturellement les notes gravées dans la pierre poreuse. C'était ainsi que la mélodie s'était échappée lors des travaux de rénovation et avait contaminé son appartement. Au-dessus, le musicien comprit qu'il devait détruire définitivement ces gravures pour stopper la propagation de la mélodie maudite. Il remonta chercher des outils et redescendit avec la ferme intention de marteler chaque note gravée dans la pierre ancienne. Mais dès qu'il commença à frapper les murs, Thomas entendit la mélodie résonner avec une intensité décuplée dans l'espace confiné. Les vibrations du marteau sur la pierre amplifiaient les fréquences maudites et les rendaient presque insoutenables à l'oreille. Thomas sentit sa volonté faiblir et son esprit sombrer dans la transe hypnotique provoquée par la musique omnipotente à la surface dans les rues de Paris. L'épidémie musicale avait atteint des proportions alarmantes que personne ne pouvait plus ignorer. Des milliers de Parisiens fredonnaient désormais la mélodie parasitaire et présentaient tous les mêmes symptômes comportementaux troublants. Les transports en commun étaient devenus des espaces hypnotiques où les voyageurs chantaient à l'unisson sans jamais se concerter. Les magasins, les restaurants et les bureaux résonnaient de cette musique obsédante qui perturbait toute activité normale de la capitale. Les médias commencèrent à s'intéresser à ce phénomène qu'ils qualifièrent d'hystérie collective de grande envergure inexpliquée. Mais les journalistes qui enquêtaient sur le sujet se retrouvaient eux-mêmes contaminés après avoir entendu la mélodie lors de leurs interviews. Dr Moreau, qui avait réussi à éviter l'infection, tenta de coordonner une réponse médicale appropriée à cette crise sanitaire inédite. Elle proposa la mise en place de zones de quarantaine pour isoler les personnes infectées du reste de la population. Mais les autorités, dont beaucoup étaient déjà contaminées, rejetèrent ces recommandations urgentes avec une indifférence suspecte. Dr Moreau réalisa que les personnes infectées développaient une résistance instinctive à toute tentative de les soigner ou de les isoler. Elles semblaient partager une intelligence collective qui les poussait à protéger la propagation de la mélodie parasitaire. Les infectés mentaient désormais sur leurs symptômes et cachaient leur état pour éviter d'être séparés du groupe contaminé. Dr Moreau comprit avec horreur que la mélodie avait créé une nouvelle forme de veille parasitaire qui utilisait les cerveaux humains comme support dans les fondations de l'immeuble.
Thomas luttait contre l'emprise hypnotique de la mélodie amplifiée par l'acoustique de la cellule. Il réussit à briser quelques gravures superficielles avant de sentir sa conscience vaciller. Dangereusement sous l'effet de la musique, Thomas réalisa qu'il ne pourrait pas détruire seul tous les symboles musicaux gravés dans la pierre sans succomber à leur influence. Il remonta précipitamment à la surface. Haletant et tremblant après cette exposition prolongée aux fréquences maudites concentrées, le musicien décida de contacter Dr Moreau dont il avait entendu parler dans les médias comme la seule experte non contaminée de cette épidémie musicale. Il parvint à la joindre par téléphone et lui expliqua sa découverte de l'origine historique de la mélodie parasitaire dans les fondations. Dr Moreau fut fasciné par ces révélations qui confirmaient ses hypothèses sur la nature virale de cette contamination musicale. Elle proposa de rencontrer Thomas dans un lieu isolé pour élaborer ensemble une stratégie de destruction définitive de la source. Ils se donnèrent rendez-vous dans une ancienne carrière abandonnée en banlieue parisienne. Loin de toute population susceptible d'être contaminée, Dr Moreau apporta du matériel médical pour protéger Thomas des effets de la mélodie pendant qu'il détruirait les gravures maudites. Elle avait développé un casque anti-bruit équipé de générateurs de bruit blow pour masquer les fréquences parasitaires. Thomas accepta cette protection, conscient que c'était sa dernière chance d'arrêter l'épidémie avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Dr Moreau lui injecta également un cocktail de sédatifs légers pour réduire sa sensibilité aux effets hypnotiques de la musique équipée de ses protections médicales. Thomas redescendit dans les fondations maudites avec une détermination renouvelée et farouche. Le casque anti-bruit atténuait considérablement l'effet de la mélodie, lui permettant de garder sa lucidité malgré l'exposition directe. Il commença méthodiquement à marteler chaque gravure musicale visible sur les murs de l'ancienne cellule de Grimbert. Chaque coup de marteau faisait résonner la pierre, mais le bruit blanc du casque masquait efficacement les fréquences dangereuses. Thomas travaillait avec une précision chirurgicale pour effacer définitivement toute trace de la mélodie parasitaire des murs anciens. Après plusieurs heures d'efforts intenses, il avait réussi à détruire la majorité des partitions gravées dans la pierre calcaire. Mais, soudain, Thomas découvrit une gravure plus profonde, dissimulée derrière une saillie rocheuse dans le fond de la cellule. Cette partition semblait être l'original complet de la mélodie de Grimbert. Gravée avec un soin et une précision extraordinaires, Thomas réalisa que c'était le cœur même du virus musical, la source primaire de toute la contamination parisienne. Il leva son marteau pour frapper cette gravure cruciale, mais sentit soudain une résistance étrange dans ses mouvements. L'air autour de cette partition particulière semblait vibrer d'énergie et créer une barrière invisible protégeant les notes maudites. Thomas augmenta la puissance de ses coups, mais chaque impact sur la pierre libérait des harmoniques surpuissantes qui transperçaient son casque. Les sédatifs ne suffisaient plus à le protéger de l'influence directe de la mélodie dans sa forme la plus pure et concentrée à la surface. Dr Moreau surveillait anxieusement les signaux vitaux de Thomas grâce à un moniteur médical qu'elle avait installé. Elle remarqua une accélération inquiétante de son rythme cardiaque et de ses ondes cérébrales qui indiquaient une exposition dangereuse. Dr Moreau tenta de communiquer avec Thomas par radio, mais n'obtint que des grésillements étranges qui ressemblaient à des fragments de la mélodie. Elle réalisa que Thomas était en danger mortel et qu'elle devait intervenir rapidement pour le sauver de l'emprise totale. Dr Moreau descendit dans les fondations équipées de son propre CASQ, protecteur et d'un arsenal médical d'urgence complet. Elle trouva Thomas immobile devant la gravure principale, son marteau tombé à ses pieds et ses yeux révulsés par la transe. Le musicien fredonnait la mélodie avec une intensité surnaturelle qui faisait vibrer l'air environnant de manière visible. Dr Moreau lui injecta un puissant antipsychotique pour tenter de briser l'emprise hypnotique de la musique sur son cerveau. Thomas s'effondra au sol, convulsant violemment tandis que son esprit luttait entre la conscience et l'obsession musicale. Dr Moreau profita de cette interruption temporaire pour examiner la gravure mystérieuse qui avait failli coûter la vie à Thomas. Elle comprit que cette partition était différente des autres, qu'elle contenait des éléments musicaux d'une complexité terrifiante et surnaturelle. Dr Moreau réalisa que Grimbert avait réussi à créer une mélodie autoréplicante capable de se défendre contre toute tentative de destruction. La musique était devenue une forme de vie parasitaire dotée d'une intelligence primitive, mais efficace pour assurer sa survie pendant que Dr Moreau soignait Thomas. La situation à la surface continuait de se dégrader de manière exponentielle et alarmante. Les personnes infectées par la mélodie parasitaire avaient commencé à se rassembler massivement dans les grands espaces publics parisiens. La place de la Concorde accueillait
Désormais un chœur géant de plusieurs milliers de voix fredonnant à l'unisson parfait. Cette concentration massive d'infectés créait un CHAMP sonore d'une puissance inouïe qui se propageait sur plusieurs kilomètres à la ronde. Les derniers Parisiens non contaminés fuyaient la capitale en masse pour échapper à cette pollution musicale qui envahissait chaque rue. Mais même à des kilomètres de distance, la mélodie portée par le vent continuait de contaminer les populations des banlieues environnantes. Les autorités nationales déclarèrent l'état d'urgence et établirent un périmètre de sécurité. Autour de la région parisienne affectée, l'armée fut mobilisée pour empêcher la propagation de ce qu'ils qualifiaient maintenant d'armes biologiques musicales d'origine inconnue. Mais les soldats postés au barrage furent rapidement contaminés par les réfugiés infectés qui fredonnaient inconsciemment la mélodie. L'épidémie musicale franchit ainsi toutes les barrières militaires et commença à s'étendre vers les régions voisines de l'Île-de-France. Les médias internationaux commencèrent à parler d'une catastrophe sans précédent qui menaçait l'équilibre mental de millions de personnes. Dr Moreau et Thomas représentaient désormais les derniers ESPOI et restent trouver une solution avant que l'épidémie ne devienne mondiale. Thomas reprit conscience dans les BRAS de Dr Moreau qui lui avait administré un cocktail de médicaments pour stabiliser son état. Le musicien décrivit l'expérience terrifiante qu'il avait vécue en touchant directement à la source de la mélodie parasitaire. Il expliqua que la musique de Grimbert possédait une conscience primitive qui défendait activement sa propre existence et reproduction. Thomas avait ressenti la volonté malveillante de cette entité musicale, qui cherchait à étendre son contrôle sur l'humanité entière. Dr Moreau comprit que la destruction physique des gravures ne suffirait pas à éliminer définitivement cette forme de vie parasitaire évoluée. Il fallait trouver un moyen de combattre la mélodie sur son propre terrain. En utilisant les lois de l'acoustique contre elle-même, Thomas proposa de créer une mélodie antidote qui pourrait neutraliser les fréquences parasitaires par interférence destructive mathématique. Dr Moreau était sceptique car cette approche nécessitait une compréhension parfaite des mécanismes neurobiologiques de la contamination musicale. Ils décidèrent de remonter à la surface pour analyser les enregistrements cérébraux des personnes infectées et identifier les fréquences précises. Dr Moreau avait stocké dans son laboratoire de nombreuses données sur l'activité neuronale des victimes de la mélodie. Thomas et elle passèrent la nuit à analyser ces informations pour comprendre comment la musique modifiait les ondes cérébrales humaines. Ils découvrirent que la mélodie de Grimbert exploitait des fréquences spécifiques qui entraient en résonance avec les neurones du cortex auditif. Cette résonance créait un état hypnotique qui rendait le cerveau particulièrement réceptif aux suggestions comportementales intégrées dans la mélodie. Thomas découvrit que Grimbert avait encodé des instructions directement dans la structure harmonique de sa composition maudite et parasitaire. Ces instructions subliminales poussaient les victimes à propager la mélodie et à adopter des comportements collectifs synchronisés et troublants. Dr Moreau réalisa que chaque note possédait une fonction neurologique précise dans le processus de contamination mentale progressive. La première mesure désactivait les défenses psychiques naturelles du cerveau contre les intrusions musicales externes. La deuxième mesure implantait l'obsession compulsive de répéter et transmettre la mélodie à d'autres personnes vulnérables. Les mesures suivantes modifiaient progressivement la personnalité de la victime pour la rendre plus docile et réceptive. Thomas comprit qu'il devait créer une ME accent aigu LODINVRS qui annulerait chacune de ses instructions neurales spécifiques et dangereuses. Il commença à composer fébrilement cet antidote musical en utilisant les principes d'interférence acoustique et de contre-programmation mentale. Chaque note de sa composition devait neutraliser précisément l'effet correspondant dans la mélodie de Grimbert sur le cerveau humain. Dr Moreau l'assistait en vérifiant que les fréquences choisies correspondaient bien aux données neurobiologiques de leurs analyses détaillées. Le travail était extrêmement délicat car une erreur pourrait aggraver la contamination au lieu de la soigner. Thomas dut puiser dans toutes ses connaissances musicales pour créer une harmonie capable de libérer les esprits emprisonnés par la mélodie pendant qu'il travaillait sur l'antidote. La situation extérieure atteignait un point de non-retour critique et terrifiant pour l'humanité. La mélodie parasitaire avait franchi les frontières nationales et commençait à contaminer les pays européens voisins de la France. Des millions de personnes fredonnaient désormais cette musique maudite qui transformait l'Europe en un gigantesque chœur hypnotisé et uniforme. Les gouvernements tentaient désespérément de couper les communications pour empêcher la propagation numérique de la mélodie via Internet. Mais les personnes infectées trouvaient toujours des moyens de transmettre leur obsession musicale aux populations encore saines et vulnérables. Certaines utilisaient des signaux lumineux pour encoder visuellement la mélodie et contaminer par les yeux plutôt que par les oreilles.
d'autres tapaient le gym en morse sur les tuyauteries des immeubles, propageant ainsi la mélodie par vibration mécanique. L'intelligence collective des infectés développait sans cesse de nouvelles stratégies pour assurer la survie et l'expansion de leur parasite musical. Les scientifiques du monde entier étudiaient ce phénomène sans précédent qu'ils qualifiaient de première pandémie musicale de l'histoire humaine. Certains théorisaient que la mélodie de Grimbert représentait une évolution parasitaire, adaptée à l'ère moderne des communications globales. D'autres suggéraient qu'il s'agissait d'une forme de vie artificielle créée accidentellement par les expérimentations musicales du XIXe siècle. Les recherches scientifiques étaient cependant entravées par le fait que tout chercheur exposé à la mélodie devenait rapidement inutilisable. Thomas et Dr Moreau représentaient les derniers experts non contaminés capables de développer une solution efficace à cette crise mondiale après 48 heures de travail intensif. Thomas acheva sa composition antidote qu'il baptisa la mélodie libératrice. Cette pièce musicale de 8 mesures était conçue pour annuler systématiquement chaque effet neurologique de la mélodie parasitaire de Grimbert. Dr Moreau effectua des simulations informatiques pour vérifier que les fréquences choisies produiraient bien les interférences destructives espérées. Les calculs indiquaient une probabilité élevée de succès dans la neutralisation des effets hypnotiques de la mélodie originale. Thomas et Dr Moreau décidèrent de tester l'antidote sur un petit groupe de personnes infectées dans un environnement contrôlé. Ils se rendirent dans un hôpital psychiatrique en banlieue où une vingtaine de patients présentaient les symptômes de la contamination musicale. Thomas interpréta sa mélodie libératrice au piano devant ses patients qui fredonnaient en boucle la musique de Grimbert. L'effet fut immédiat et spectaculaire, les patients cessèrent de fredonner, semblèrent reprendre conscience de leur environnement progressivement. Leurs yeux retrouvèrent une expression humaine et ils commencèrent à poser des questions sur ce qui leur était arrivé. Dr Moreau confirma par électroencéphalogramme que l'activité cérébrale de ses patients était redevenue normale après l'exposition à l'antidote. La mélodie libératrice avait effacé définitivement la mélodie parasitaire de leur mémoire sans laisser de séquelles apparentes. Thomas et Dr Moreau réalisèrent qu'ils tenaient enfin l'arme absolue contre l'épidémie musicale qui ravageait la planète entière. Il fallait maintenant diffuser cette mélodie antidote à l'échelle mondiale pour sauver l'humanité de l'emprise de Grimbert. La diffusion mondiale de la mélodie libératrice représentait un défi logistique colossal. Dans un monde où les communications étaient perturbées, Thomas et Dr Moreau contactèrent les autorités militaires qui avaient établi un poste de commandement à l'extérieur de la zone contaminée. Les généraux étaient initialement sceptiques face à cette solution musicale qu'ils jugeaient trop simple pour résoudre une crise d'une telle ampleur. Mais les démonstrations de l'efficacité de l'antidote sur les soldats infectés les convainquirent rapidement de l'utilité de cette approche révolutionnaire. L'armée mobilisa tous ses moyens de diffusion, stations radio militaires, haut-parleurs de campagne, et même avions équipés de systèmes sonores. La première offensive contre la mélodie parasitaire fut lancée simultanément depuis 12 points stratégiques autour de Paris infecté. Les haut-parleurs diffusèrent la mélodie libératrice avec une puissance sonore maximale pour couvrir l'ensemble de la région parisienne. L'effet fut visible immédiatement, les gigantesques rassemblements d'infectés commencèrent à se disperser spontanément et naturellement. Les Parisiens contaminés s'arrêtaient de fredonner, regardaient autour d'eux avec confusion, puis rentraient chez eux comme s'ils sortaient d'un rêve. En quelques heures, la capitale française était libérée de l'emprise de la mélodie de Grimbert grâce à l'antidote de Thomas. L'opération fut rapidement étendue aux autres régions françaises contaminées avec le même succès éclatant et encourageant. Les gouvernements européens reproduisirent cette stratégie de diffusion dans leur propre territoire infecté par l'épidémie musicale. Thomas devint du jour au lendemain le héros mondial qui avait sauvé l'humanité d'une menace parasitaire sans précédent dans l'histoire. Mais Thomas n'était pas satisfait de cette victoire partielle car il savait que la source originale existait toujours dans les fondations. Tant que les gravures de Grimbert n'étaient pas détruites, le risque d'une nouvelle contamination demeurait permanent et menaçant. Thomas retourna dans les fondations maudites de son immeuble, cette fois accompagné d'une équipe de démineurs militaires expérimentés. Ils apportèrent des explosifs puissants pour détruire définitivement l'ancienne cellule et toutes les partitions gravées dans la pierre. Thomas joua sa mélodie libératrice en continu pour neutraliser les effets des gravures pendant que les soldats installaient les charges. L'explosion qui suivit fut assourdissante et fit trembler tout l'immeuble sur ses fondations séculaires et fragiles. Quand la poussière retomba, il ne restait plus rien de l'ancienne cellule de Grimbert ni de ses dangereuses partitions murales. Thomas vérifia personnellement que toute trace musicale avait été effacée de ce lieu maudit qui avait failli détruire l'humanité.
Les analyses acoustiques confirmèrent l'absence totale de résonance musicale dans les décombres de l'ancienne cellule détruite. La mélodie parasitaire de Grimbert était définitivement éradiquée de la surface de la Terre après plus d'un siècle d'existence souterraine. Thomas put enfin dormir paisiblement en sachant que l'humanité était à l'abri de cette menace musicale pour les générations futures. Dr Moreau et lui furent décorés par tous les gouvernements du monde pour leur contribution héroïque au salut de l'espèce humaine. Les mois qui suivirent cette victoire historique furent consacrés à l'étude scientifique approfondie de ce phénomène musical sans précédent. Thomas et Dr Moreau publièrent leurs recherches dans les plus prestigieuses revues scientifiques internationales spécialisées. Leur travail ouvrit un nouveau domaine de recherche à la croisée de la musicologie, de la neurologie et de la parasitologie moderne. Des laboratoires spécialisés furent créés dans le monde entier pour étudier les effets des fréquences sonores sur le cerveau humain. Thomas développa un système d'alerte capable de détecter automatiquement toute mélodie présentant des caractéristiques parasitaires similaires à celles de Grimbert. Ce système fut installé dans tous les centres de diffusion musicale pour prévenir toute nouvelle contamination accidentelle ou intentionnelle. Dr Moreau créa un protocole médical standard pour traiter les victimes de manipulation musicale et de conditionnement acoustique. Ensemble, ils formèrent une nouvelle génération de chercheurs spécialisés dans la défense contre les armes sonores et musicales. L'humanité avait appris une leçon cruciale sur les dangers potentiels cachés dans les créations artistiques les plus anodines en apparence. La musique, cet art universel qui unit les peuples, pouvait aussi devenir l'arme la plus redoutable pour asservir les esprits et contrôler les masses. Thomas continua sa carrière de compositeur, mais avec une conscience nouvelle des responsabilités éthiques de tout créateur musical. Il ne créa plus jamais de mélodie sans l'avoir testée préalablement pour s'assurer qu'elle ne contenait aucun élément potentiellement dangereux ou manipulateur. Cette aventure terrifiante avait également révélé des aspects troublants de la nature humaine et de la vulnérabilité de nos esprits. Thomas réalisa que chaque personne portait en elle une susceptibilité aux influences externes qui pouvaient être exploitées par des esprits malveillants. La mélodie de Grimbert n'avait fait que révéler cette faille universelle dans l'architecture psychique de l'espèce humaine tout entière. Dr Moreau développa des techniques de renforcement mental pour aider les individus à résister aux tentatives de manipulation acoustique. Ces méthodes furent enseignées dans les écoles comme une nouvelle forme d'éducation civique adaptée aux dangers du XXIe siècle. L'humanité sortait grandie de cette épreuve, mieux préparée à affronter les défis futurs liés à l'évolution technologique et artistique. Thomas devint un symbole mondial de résistance contre les forces qui cherchent à asservir l'esprit humain par des moyens détournés. Son histoire fut enseignée dans les universités comme un exemple parfait de l'importance de la vigilance scientifique et artistique. La mélodie libératrice qu'il avait composée devint un hymne officieux de la liberté mentale et de l'indépendance intellectuelle. Chaque année, le monde entier commémorait l'anniversaire de cette victoire contre le parasitisme musical. Dans une célébration joyeuse et reconnaissante, Thomas et Dr Moreau continuèrent leur collaboration scientifique pour développer de nouveaux moyens de protection contre les menaces acoustiques émergentes. Leur vigilance constante assurait que jamais plus l'humanité ne serait prise au dépourvu par une mélodie parasitaire comme celle de Grimbert, mais dans les profondeurs oubliées de certaines archives musicales du monde entier. D'autres compositions dangereuses attendaient peut-être leur heure. Des mélodies créées par des esprits dérangés à travers les siècles, stockées dans des manuscrits poussiéreux et des partitions abandonnées. Thomas et Dr Moreau lancèrent un programme mondial de recensement et d'analyse de toutes les œuvres musicales potentiellement dangereuses de l'histoire. Cette mission titanesque nécessitait la collaboration de musicologues, d'historiens, de psychologues et de neuroscientifiques du monde entier réunis, car ils avaient compris que Grimbert n'était probablement pas le seul à avoir découvert les secrets de la manipulation musicale des esprits humains. L'histoire regorgeait d'exemples troublants de musique aux effets inexpliqués sur les comportements collectifs et individuels des populations. Certaines mélodies folkloriques étaient réputées pour provoquer des transes, des extases ou des comportements compulsifs chez leurs auditeurs réguliers. Des compositeurs comme Paganini ou Liszt avaient été accusés de pacte démoniaque, tant leur musique produisait des effets surnaturels sur le public. Thomas et Dr Moreau savaient qu'il leur faudrait des décennies pour identifier et neutraliser toutes les menaces musicale potentielle dormante. Mais cette mission était essentielle pour garantir que l'humanité ne revive jamais l'horreur de l'épidémie parasitaire de Grimbert. Ils créèrent une organisation internationale dédiée à la surveillance et à la protection contre les armes musicales et acoustiques. Cette organisation, baptisée l'Institut mondial de sécurité sonore,
devint rapidement une référence incontournable dans ce domaine nouveau. Thomas en fut nommé directeur artistique tandis que Dr. Moreau dirigeait le département de recherche neurologique et de protection mentale. L'Institut développa des technologies avancées pour analyser automatiquement les compositions musicales et détecter les patterns dangereux cachés dans les harmonies. Ces systèmes d'intelligence artificielle pouvaient identifier en quelques secondes les séquences mélodiques susceptibles de produire des effets hypnotiques indésirables. Tous les NOUV et AUX enregistrements musicaux devaient désormais passer par ces filtres de sécurité avant d'être diffusés au grand public. Cette régulation permit d'identifier plusieurs compositions suspectes créées par des artistes contemporains, consciemment ou inconsciemment dangereux pour leurs auditeurs. L'Institut intervint discrètement pour modifier ces œuvres et les rendre inoffensives sans altérer leur valeur artistique apparente. Thomas développa des techniques de composition sécurisée qui permettaient aux musiciens de créer librement sans risquer de nuire à leur audience. Ces méthodes furent enseignées dans tous les conservatoires et écoles de musique comme des règles de base de l'éthique compositionnelle moderne. La musique resta un art libre mais encadré par une conscience nouvelle des responsabilités qui accompagne le pouvoir créateur des artistes. Thomas continua de composer ses propres œuvres, créant des mélodies bénéfiques qui apportaient paix et sérénité à leurs auditeurs sans les manipuler. Sa réputation de compositeur éthique lui valut une reconnaissance internationale et l'admiration de ses pairs musiciens du monde entier. Cette histoire extraordinaire nous enseigne que même les créations les plus belles peuvent cacher des dangers insoupçonnés pour l'humanité vulnérable. La vigilance et la collaboration scientifique restent nos meilleures armes contre les menaces émergentes, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Thomas et Dr Moreau prouvèrent que l'union de l'art et de la science peut triompher des forces les plus destructrices et malveillantes. Leur courage et leur détermination sauvèrent l'humanité d'un destin d'esclavage mental qui aurait pu durer des millénaires entiers. Mais cette victoire ne doit pas nous faire oublier que d'autres menaces similaires pourraient émerger dans l'avenir sous des formes inattendues. La mélodie parasite de Grimbert n'était peut-être que le premier exemple d'une nouvelle catégorie d'armes mentales adaptées à notre époque technologique. L'humanité doit rester vigilante et continuer à développer ses défenses contre toute tentative de manipulation collective de grande envergure, car dans l'ombre de nos créations artistiques les plus admirées pourraient se cacher les graines de notre propre destruction mentale. Cette leçon terrifiante résonnera à jamais dans la mémoire collective comme un avertissement pour les générations futures de créateurs et d'auditeurs. La musique restera éternellement l'un des plus beaux cadeaux de l'humanité, mais aussi l'une de ses armes potentielles les plus redoutables. Thomas et Dr Moreau continuent aujourd'hui leur mission de protection pour que jamais plus une mélodie ne puisse asservir l'esprit humain. Leur histoire nous rappelle que la liberté la plus précieuse est celle de notre propre conscience, qu'il faut défendre contre toute tentative d'invasion parasitaire.